Bonjour Paul Ariès, vous êtes venu nous parler de l'histoire de l'alimentation, dont vous dites qu'elle est à l'origine de la politique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? En fait, aujourd'hui, on vit une double révolution de la table. La première révolution, c'est celle du contenu de l'assiette. Qu'est-ce qu'on mangera demain? Et les experts sont d'accord pour dire que l'assiette va se renouveler de l'ordre de 70 à presque 100%. Vous me direz, c'est pas la première fois dans l'humanité qu'on ne mange pas comme nos anciens. Mais ce qui est nouveau, c'est que pour la première fois, cette évolution, elle ne répond pas à des critères culturels ou naturels, mais en fait au progrès de la technoscience. Alors cette révolution du contenu de l'assiette, on la connaît. C'est avant tout celle des biotechnologies alimentaires. Mais cette première évolution, elle en masque une deuxième, tout aussi importante à mes yeux, c'est la révolution du rapport à l'alimentation. Non plus qu'est-ce qu'on mangera, mais qu'est-ce que manger veut dire. Et là, le maître mot, c'est la déstructuration de la table. On mange de plus en plus n'importe quoi, n'importe comment, et on pourrait dire, au regard de l'histoire, n'importe où ou avec n'importe qui. Et je crois qu'il est important aussi de regarder très loin, de regarder d'où on vient, si on veut comprendre où on va. C'est-à-dire que notre table actuelle est encore tributaire, par exemple, des tables de l'Antiquité. Dans l'Égypte antique, il y a un seul hiéroglyphe pour dire manger et parler. C'est-à-dire que les vieux Égyptiens inventent, quelques millénaires avant Freud, le rapport entre les deux oralités. Et ils vont inventer les premiers aliments symboliques. Le pain comme symbole de la vie éternelle, ou le vin comme symbole de l'humanisation. Ce que l'on doit ensuite, par exemple à la table grecque, c'est la notion de partage. Il y a un seul mot en grec ancien pour dire manger et partager. C'est-à-dire qu'il y a l'idée que si l'humain mange tout seul, il viole sa dimension collective. Mais on retrouve ça au niveau du langage courant. Le mot copain, compagnon, celui avec qui je partage le pain, ou le mot ami, en vieil araméen, celui avec qui je partage le sel, c'est-à-dire l'esprit. Et puis ce que l'on doit à la table romaine, c'est la notion de plaisir. Aucune civilisation ne dépensera autant dans son histoire que pour les plaisirs de la table, à tel point que le pouvoir politique va devoir prendre des lois pour réfréner le désir, ces fameuses lois somptuaires. Pour un repas amoureux, c'est tel plat et pas tel autre. Pour un repas avec des amis, c'est tant d'argent et pas plus. Alors quand on fait des lois, il faut bien sûr les faire respecter. Et donc on va mettre en place des brigades de police spécialisées pour vérifier le contenu de l'assiette. Alors nous, ça nous choque. Parce qu'en tant qu'humain du XXIe siècle, on a perdu cette idée que ce qu'on mange engage toute l'humanité. Mais je crois que c'est essentiel de faire retour sur ce lointain passé pour mieux comprendre les mutations actuelles. D'accord. Et alors, vous dites que le 19e siècle, par exemple, est le siècle de falsification alimentaire. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? En fait, je dirais l'histoire de l'alimentation a été marquée par ce qu'on peut appeler le séparatisme alimentaire. C'est-à-dire que dès la constitution des premiers États-cités, Sumer, Babylone, les puissants ne veulent plus manger ni la même chose, ni de la même façon que les gens du peuple. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui vont manger agenouillés, ceux qui auront droit à un coussin, ceux qui auront un tabouret, ceux qui auront une chaise, ceux qui auront un fauteuil. Et puis on aura des mets de plus en plus raffinés. Et le 19e siècle, c'est le siècle où on va pousser le plus loin cette tendance, en disant on ne va quand même pas utiliser des bonnes terres pour nourrir la plèbe. Il y a cette idée qu'on va inventer une alimentation totalement industrielle, totalement chimique. On va faire du faux pain avec tout ce qui peut se panifier. On fera de la fausse viande. On fera également du faux vin. Mais je dirais que le 19e siècle anticipe un possible du 21e siècle. On voit aujourd'hui que les deux principales menaces qui pèsent sur l'alimentation, la première, c'est la désymbolisation, la déritualisation de la table. C'est-à-dire de réduire l'alimentation à une seule dimension, celle de notre corps biologique. Et puis la deuxième, je dirais, tendance qui m'apparaît très dangereuse, c'est l'idée d'aller vers une alimentation totalement séparée de l'agriculture, avec le développement des biotechnologies. Alors on nous annonce qu'on va commencer par la fausse viande cellulaire, par le faux fromage, les faux œufs, mais à terme, il s'agit aussi d'aller vers les faux fruits et les faux légumes. Là, je crois que la réponse à ce questionnement, quel type d'alimentation pour demain, doit être une réponse politique. Quel type de société?
on souhaite? Quel type de société on souhaite? Parce qu'effectivement, l'humanité s'est largement humanisée autour de sa table, mais elle pourrait aussi se déshumaniser si elle déshumanisait son alimentation. C'est-à-dire si elle réduisait l'alimentation à une simple affaire de nutriments, à une simple affaire diététique, parce qu'à ce moment-là, on passerait de la diététique à ce qu'on pourrait appeler le diététisme. C'est-à-dire l'idée que ce qui est important, c'est simplement ce que l'on peut quantifier, et non pas la richesse culturelle qui se trouve derrière toutes les pratiques alimentaires. Merci beaucoup. Merci.